Bonjour à tous et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Parce que nous sommes convaincus que la famille est un tout, où chaque membre a sa place et où le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons ici une approche à 360 degrés de la famille. Nous vous parlons de votre quotidien sous tous ses angles. Vos enfants, vous, en tant que parents, mais aussi et surtout la qualité de la relation sont au cœur des sujets de chaque épisode. Toutes les semaines, je reçois des experts, des consultantes et des consultants, des professionnels de la petite enfance qui, à l'image de Caroline Ferriol, fondatrice du village Fait Dodo, ont tous en commun d'être passionnés et profondément bienveillants dans leur approche et leurs conseils. Nous parcourons ensemble les sujets qui vous intéressent, vous intriguent et vous troublent parfois. Car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Marie et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Allo fait dodo. Bonjour. Marie, vous êtes kinésiologue et aujourd'hui vous allez nous parler justement de votre pratique et vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous apportez tout simplement à vos patients, dans quelle situation on vous consulte et quelle est un petit peu la particularité de votre pratique. Mais avant cela, je vous propose de vous présenter et puis de nous présenter en quelques mots la kinésiologie, qu'on puisse se faire une idée de votre pratique au quotidien. Oui, alors moi je suis Marie Poupin, j'ai 35 ans et je suis kinésiologue près de Toulouse depuis maintenant presque 3 ans dans ce cabinet. Je suis aussi maman d'une petite fille de 7 mois. Voilà, et la kinésiologie, donc pour rentrer dans le sujet, en fait c'est assez simple, je dirais que c'est une technique pour communiquer avec la partie inconsciente d'une personne, donc en passant par son corps. C'est-à-dire que le principe, en fait, c'est que toutes les expériences qu'on a vécues depuis notre conception sont enregistrées dans notre corps, dans nos cellules. C'est la mémoire cellulaire. Donc, toutes ces informations-là sont stockées et avec l'outil de la kinésiologie qui est le test musculaire, on va aller chercher les causes des blocages, enfin en tout cas ce qui empêche les personnes d'être sereins ou d'atteindre leurs objectifs. Voilà. Donc c'est un moyen d'aller chercher ce qui va pas et de trouver la meilleure façon pour la personne de retrouver un équilibre. Voilà. Alors, avant qu'on aille plus loin, Marie, quel est votre parcours? Comment vous en êtes arrivée là, tout simplement, à pratiquer la kinésiologie? Alors, en fait, j'ai commencé par être éducatrice de jeunes enfants plusieurs années. Et puis, il y a un moment où je me reconnaissais plus dans ce métier. J'ai travaillé beaucoup en crèche, à domicile, avec des enfants porteurs de handicap. Donc, il y avait un côté que j'aimais beaucoup, mais il me manquait des clés pour vraiment les accompagner au plus juste, en fait. Voilà, il me manquait quelque chose et je me reconnaissais pas dans la pratique au quotidien, en crèche notamment. Et donc, je suis passée moi-même par un épisode de remise en question assez fort où moi, j'ai découvert la kinésiologie par le biais d'une psychologue que je suis allée voir. Et là, voilà, en découvrant ça, je me suis dit, mais en fait, ça recoupe un peu tout ce que j'aime, c'est-à-dire l'accompagnement des personnes, le développement personnel, la relation au corps qui m'intéressait beaucoup aussi. Donc voilà, j'ai été creuser un peu plus
pour savoir ce que c'était et je faisais un bilan de compétences en parallèle. Donc voilà, après très vite, ça a été assez clair que c'est ça que je voulais faire et donc je me suis formée dans une école à Toulouse pendant 2 ans et me voilà aujourd'hui en cabinet. Voilà. Donc, d'autres praticiens peuvent pratiquer la kinésiologie. Là, vous disiez que du coup, une psychologue vous avez fait découvrir la kinésiologie. Donc, en fait, c'est une pratique qu'on peut soit avoir à temps plein, enfin, je veux dire pleinement, soit pratiquer en plus d'autres choses, si je comprends bien. Alors en fait, c'est surtout que le test musculaire, l'outil du kinésiologue, peut être utilisé par d'autres praticiens. Je sais qu'il y a des orthophonistes, des ophtalmos qui utilisent le test musculaire pour aller voir ce qui correspond le mieux à la personne. Et moi, effectivement, la psychologue avait aussi suivi quelques modules de formation de kinésiologie. Et donc, elle utilisait des outils comme le Brain Gym, l'édukinésiologie, voilà, et qui utilisait aussi le test musculaire. Mais en fait, selon les écoles, il y a des écoles où la formation est très globale, ça va être vraiment une formation globale pour devenir kinésiologue, et des formations qui se recoupent par module. Et donc, certains professionnels vont peut-être aller piocher effectivement des outils dans certains modules. D'accord, ok, très bien. Eh bien, peut-être qu'on peut démarrer par ce fameux test musculaire. Donc, c'est avec ça que vous arrivez, si je comprends bien, à détecter où peuvent être les blocages chez les personnes qui vous sollicitent, pour ensuite comprendre ce qui s'est passé et puis surtout apporter des solutions, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, le test musculaire, c'est un peu comme ma boussole. En fait, c'est pour savoir où on va dans la séance. Le principe, c'est qu'on va tester le tonus d'un muscle. Donc pour ça, on va exercer une légère pression sur un muscle. Donc on utilise celui du bras en général parce que c'est le plus facile et le plus accessible. Et en fonction de ce que la personne va répéter ou de ce que je vais dire, si il y a stress dans l'énoncé, le tonus musculaire du bras va lâcher. En fait, tout ce qui est stress chez une personne va affaiblir son énergie, donc le tonus va s'affaiblir. Et au contraire, tout ce qui est positif pour une personne va renforcer son énergie et donc son tonus va être fort. Donc en fait, c'est cette différence de tonus qui va me permettre d'avoir les informations. Ça va être ça va être un oui et non en fait. C'est comme ça qu'on va avoir les informations. C'est Voilà. intéressant. Alors, c'est vrai qu'intuitivement, moi, j'aurais cru que c'était l'inverse. J'aurais cru que un énoncé qui stressait la personne aurait tendance à faire crisper, contracter le muscle, et donc avec un tonus plus fort. Or là, du coup, oui. vous nous expliquez que c'est l'inverse, donc c'est très intéressant. Et du coup, de ce test-là, après, vous pouvez donc mettre des mots sur certaines choses qui est inconscient chez la personne qui vous consulte, qui est en consultation. Oui, c'est ça. En fait, la personne va venir avec un objectif, avec quelque chose qui, en tout cas, lui convient pas dans son quotidien, dans sa vie. Et on va fixer ensemble un objectif. Si à l'énoncé de l'objectif, son muscle lâche, ça veut dire qu'il y a stress pour le réaliser, cet objectif. Donc, c'est vraiment là qu'on va aller qu'on va aller travailler cet objectif. Et donc, on va aller voir quelle est l'émotion qui bloque, s'il y a besoin de libérer quelque chose à ce niveau-là, en posant des mots dessus, en essayant de comprendre.
On va aussi aller voir si la personne ne se sabote pas inconsciemment pour réaliser cet objectif. C'est-à-dire que parfois, consciemment, une personne va vouloir aller mieux, en tout cas vouloir être rééquilibrée, et l'inconscient, lui, derrière, il freine c'est parce que ça implique des changements, ça implique de sortir de sa zone de confort, ça implique des peurs, et en fait, il va freiner derrière. Donc c'est ça qui fait le décalage entre ce que je veux et ce que je mets en place pour. C'est de l'auto-sabotage. Donc on peut travailler aussi sur ça, et souvent d'ailleurs les premières séances consistent à travailler principalement sur ça. Sur les résistances de chacun, en fait. Voilà, c'est ça. Et donc, ça se déroule une consultation avec vous? J'imagine qu'il y a un temps d'échange, peut-être avant le test musculaire ou après. Finalement, comment vous fonctionnez? Oui, en fait, on prend d'abord un temps d'échange où la personne vient pour me dire pourquoi elle vient. Moi, je lui pose aussi des questions pour savoir un peu qui elle est dans sa globalité, hein, connaître un peu cette personne. Et on va fixer ensemble un objectif. Donc, déjà, c'est une première étape pour la séance parce que l'objectif, il doit être avec des mots positifs. Et ça, c'est pas forcément évident pour tout le monde déjà. Souvent, les gens savent ce qu'ils veulent plus. Ils veulent plus avoir mal ou ils veulent plus se sentir mal, mais d'aller poser des mots positifs sur ce qu'ils veulent, c'est pas toujours évident. Donc déjà, c'est une première étape que je trouve hyper intéressante dans la séance. Et ensuite, à l'issue de cet échange, on prend souvent un petit temps où on se pose et on vient préparer le corps à la séance. C'est-à-dire on va stimuler des points d'acupression, faire des respirations qui font que la tête et le corps vont bien communiquer. Et donc, la séance se fera de façon plus fluide après. Voilà. Et ensuite, une fois sur la table, là, je prends le bras de la personne et c'est là que je pars à la recherche de ce qui bloque et de ce dont elle a besoin avec le test musculaire. Alors, vous nous avez dit que vous alliez justement discuter avec la personne du pourquoi elle venait. J'aimerais bien qu'on détaille un petit peu ça. Dans quelles circonstances, dans quelle situation, finalement, pourquoi on vient vous voir? Vis-à-vis de quoi dans notre quotidien il serait intéressant de venir vous voir? Alors, ça peut être très varié. Pour les adultes, ça va beaucoup être lié à des difficultés de confiance en soi, de dépression, burn-out. Il y en a beaucoup aussi, beaucoup en ce moment. Des difficultés relationnelles ou des changements qui causent des stress, des douleurs chroniques aussi, des phobies. Enfin, ça va être très, très variable. Après, chez les enfants, il y a beaucoup de difficultés liées à l'école et aux apprentissages. Donc, ça peut être des difficultés de concentration, de comportement, de dyslexie, aussi de confiance en soi, voilà, gestion des émotions. Et chez les bébés, il y a aussi des bébés qui viennent en séance. Enfin, les parents viennent avec leur bébé pour des difficultés. Alors, j'ai beaucoup autour du sommeil. Des pleurs aussi, des tensions, des eczémas, des difficultés liées à la séparation, des peurs. Enfin, voilà, ça peut être vraiment... C'est très Donc, vaste. ce que j'entends là, c'est que finalement, il y a autant de causes, on va dire, plutôt psychologiques, enfin en tout cas qui concernent l'état d'être, mais aussi finalement des causes vraiment physiques, parce que là, vous citez l'eczéma, donc il y a, ou les douleurs chroniques que vous citiez aussi pour l'adulte. On peut, enfin,
Je trouve ça fou finalement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Donc en fait, il y aurait donc des répercussions à la fois physiques et à la fois psychologiques, mais qui auraient une cause qui peuvent être finalement peut-être même des fois uniques dans le passé. Donc des choses qui nous seraient arrivées dans le passé et qui s'expriment de ces façons-là. Et vous arrivez à mettre le doigt dessus pour ensuite qu'on puisse avancer sur ces sujets-là. Oui, l'idée, en fait, c'est que la plupart du temps, quand il y a maladie, quand il y a stress, c'est que la personne n'arrive pas à s'adapter à son environnement. C'est que, voilà, il y a stress qui l'empêche de s'adapter de façon naturelle à son environnement. Donc, l'origine va souvent être émotionnelle. Parfois non, et parfois il va y avoir besoin d'aller diriger les personnes vers d'autres professionnels comme un ostéopathe, un acupuncteur, voilà. Mais l'eczéma, par exemple, ça peut être tout à fait des causes émotionnelles, mais aussi liées à l'alimentation. Donc c'est avec le test musculaire qu'on va aller comprendre en fait justement quelles sont les causes réelles. Et alors justement, comment vous pouvez faire cette distinction entre ce qui est purement donc de l'émotionnel et qui viendrait de quelque chose qui se soit engrammé dans nos cellules, comme vous nous expliquiez tout à l'heure, ou alors qui soit vraiment physiologique, là en lien avec l'alimentation par exemple. Et ben, je pose la question au corps, tout simplement en fait. J'émets des hypothèses. Moi, j'ai tout un listing de questions que je peux poser au corps et j'émets des hypothèses. Et en fonction de ça, le corps me dit si c'est oui ou non et si c'est là qu'il faut aller ou s'il faut aller chercher autre chose. Voilà. Donc effectivement, Marie, on échange aujourd'hui sur le podcast parce que vous consultez pour des parents, des adultes, pour des enfants aussi, et vous pouvez aussi être amené à consulter pour des femmes enceintes Mm-hmm. par rapport à des inquiétudes, j'imagine, peut-être pas forcément liées au bébé, mais peut-être aussi liées au bébé qui arrive. Est-ce que vous souhaitez nous en dire quelques mots? Euh, oui, c'est vrai que la grossesse, c'est une étape assez particulière dans la vie. Donc, les femmes enceintes peuvent venir en séance de kinésiologie pour préparer ce grand changement de façon plus sereine, le plus sereinement possible, ou avoir plus confiance aussi dans son futur rôle de mère. Mais elles peuvent venir aussi parce que il y a des pressions pendant la grossesse, des émotions en dents de scie qu'elles ont du mal à gérer, des peurs, beaucoup, de la culpabilité. Voilà, il peut y avoir tout un tas de symptômes pour lesquels les femmes enceintes peuvent venir aussi. Oui, Mhm. tout à fait. Et alors, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où vous avez identifié certaines choses? Donc déjà, dans l'échange, et puis ensuite en posant la question au corps, comme vous le disiez. Euh, Qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous donnez des conseils à la personne, elle a des choses à faire dans son quotidien, elle repart avec une boîte à outils. Comment ça se passe? Alors, moi, je vais aller demander quelle est la ou les meilleures manières pour la personne à ce moment-là de retrouver son équilibre. Donc, ça peut passer par le corps, par les émotions, par l'énergétique. Je vais vraiment travailler sur ces trois sphères principales et je peux utiliser plein de techniques pour les amener vers cet équilibre. Ça peut passer par les fleurs de bac, donc je travaille beaucoup avec les fleurs de bac aussi. Ça, les personnes repartent avec leur flacon de fleurs que je teste pendant la séance. Ça va permettre de les accompagner sur le mois qui suit la séance pour travailler et équilibrer les émotions qu'on est venu soulever pendant la séance.
Donc, il y a les fleurs de Bach. On peut aussi aller voir ce qui se passe au niveau de l'alimentation, des allergies, des oligo-éléments, aussi au niveau des chakras, sur le thème un peu plus énergétique, ou travailler sur des points d'acupression. La kinésiologie se base beaucoup sur les bases de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, on utilise beaucoup l'énergie des méridiens. Donc, on peut aller stimuler des points d'acupression pour relancer l'énergie dans un méridien et le renforcer. Voilà, donc il y a toute une palette d'outils que je peux utiliser et que c'est le corps qui me dirige vers tel ou tel outil. Ensuite, la personne n'a pas forcément des choses à faire chez elle, mais en tout cas, elle peut prendre ses fleurs de Bach sur le mois qui suit pour l'accompagner dans ce processus. Et parfois, le corps m'indique qu'il y a besoin de faire quelques massages de poings un peu plus longtemps ou des mouvements de brain gym. Voilà, c'est Alors, tout à c'est fait ça, possible. le brainching, excusez-moi, je fais une parenthèse, mais vous avez déjà Oui. utilisé ce terme-là, cette technique-là, le brain gym. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, qu'on comprenne bien ce que c'est? Le brain gym, ça s'appelle aussi édukinésiologie. En fait, ce sont des mouvements qu'on va faire pour faire fonctionner le cerveau et le corps de façon la plus optimale possible. C'est-à-dire que grâce aux mouvements, grâce aux exercices, les deux hémisphères du cerveau vont venir se reconnecter et recommuniquer de façon efficace. Et le corps et la tête également, ce qui va permettre de travailler d'optimiser ces fonctions cognitives, les apprentissages pour mieux communiquer, mieux comprendre, mieux s'organiser, mieux gérer son stress. Voilà, c'est un outil très intéressant, beaucoup, notamment pour les enfants. Dans les difficultés scolaires, c'est un outil qu'on va beaucoup utiliser pour eux, ouais, très intéressant. Et donc là, c'est aussi un outil qui peut être utilisé par d'autres praticiens. C'est un outil, en fait, qu'on peut... Donc, ce sont des exercices physiques qui peuvent être utilisés, donc pas par vous, par exemple, en kinésiologie, mais par d'autres praticiens aussi et par les parents aussi, lorsque les enfants rencontrent des difficultés à l'école. Oui, tout à fait. C'est accessible vraiment à tout le monde, hein. C'est une pratique assez simple en fait. Donc tout le monde peut les utiliser au quotidien et ce serait d'ailleurs une chose très intéressante d'utiliser ça au quotidien avant de partir au travail ou avant d'aller à l'école. Voilà, quelques mouvements de brain gym pour bien se recentrer. Euh, Ça peut vraiment faire la différence sur la journée. Et donc là, pour les parents qui nous écoutent, où est-ce qu'on va chercher ce type d'exercice? Il y a des livres sur Internet aussi. Il y a des vidéos sur YouTube qui montrent de certains exercices. Oui, c'est assez accessible comme information. Est-ce que vous souhaitez nous en décrire un, nous mettre en avant un en particulier, qui selon vous fonctionne vraiment bien, notamment pour les petits par exemple? Alors, je pense à l'exercice de la marche croisée. En fait, c'est l'exercice de la marche, tout simplement. L'idée, c'est de venir croiser la ligne médiane du corps, donc en tapant la main droite sur le genou gauche, puis la main gauche sur le genou droit. Et en faisant cet exercice plusieurs fois et de façon répétée et tous les jours, ça vient restimuler les deux zones du cerveau et leur permettre de communiquer. Et ça vient travailler la latéralité, donc une meilleure communication, meilleure compréhension, plus de facilité pour faire des choix, plus de facilité pour gérer son stress. Donc voilà, c'est un exercice vraiment intéressant et assez courant qu'on peut faire un peu tous les jours.
Donc en marchant, on vient En marchant ou forcément au sur niveau des place. mains ou sur place, d'accord. Oui. Et ça, à partir de quel âge on peut le proposer aux enfants? Assez tôt au final, parce que ça peut très vite être pris comme un jeu, des petits exercices, voilà, à faire au quotidien. Bon, ça dépend des enfants, mais très vite, hein, aux alentours de 2 ans, 3 ans, ils peuvent s'amuser à faire ces exercices assez facilement, oui. Certains sont un peu plus complexes, mais très tôt, les enfants peuvent prendre plaisir à les faire, ouais. Et vous, de façon générale, dans votre pratique, là, avec l'expérience que vous avez, qu'est-ce qui ressort le plus? Quelles sont les causes, profondes qui nécessitent un travail sur soi? Est-ce qu'il y a des grandes thématiques un peu? Est-ce qu'il y a des grandes causes qui reviennent très régulièrement et puis qui induisent un petit peu les difficultés que vous avez évoquées et qui font que les gens consultent? Ce qui ressort beaucoup, je trouve, alors je parle chez les adultes là, ça va être, beaucoup de dépression, mais aussi je de confiance en soi. Je sais pas qui je suis, je suis pas sûre de savoir où je veux aller, j'ose pas sauter le pas. Un peu comme des personnes qui sont un peu cristallisées dans leur peur et qui n'osent pas, sortir de leur zone de confort. Et ça génère du stress et du mal-être au quotidien, quoi. C'est beaucoup, beaucoup ça quand même. Mmh. D'accord, donc ouais, un manque d'alignement finalement et puis de repères de là où on veut aller. OK. Oui, c'est Et chez ça. les enfants, qu'est-ce qui se manifeste le plus? Chez les enfants, ça va être beaucoup des, difficultés de concentration à l'école. Oui, j'ai surtout ça, concentration, difficulté dans les apprentissages. Hem, Mais du coup, qu'est-ce que vous isolez comme cause par rapport à ça? Qu'est-ce que ça peut être? Pour donner une idée en fait aux parents qui nous écoutent, bien finalement de ce cheminement en fait, et de ce qu'après on peut faire et mettre en œuvre. En fait, c'est pas si simple parce que ça peut être très varié, selon chaque enfant. Il peut y avoir, beaucoup de causes. Hem, Ça peut être une pression trop forte, par exemple, au sein de la famille, au niveau de la réussite scolaire. Ça peut être, un manque de confiance en soi, mais ça peut être très varié en fait, hein. C'est difficile à dire précisément, tel symptôme vient de telle chose, hein. Il peut y avoir tellement de causes. Et alors tout à l'heure, vous évoquiez le sommeil. Le sommeil, chez les tout petits, c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur sur Allo Fedodo, bien évidemment, hein, puisque, eh bien, le village Fedodo, a démarré, enfin a été, créé suite à Fedodo et Mmh. c'est Caroline qui a créé Fedodo, justement pour aider les familles avec le sommeil de leurs tout petits. Donc c'est vraiment quelque chose qui interpelle énormément les parents et puis enfin, même chez les adultes, on parle d'une vraie épidémie de dette de sommeil et chez les enfants, c'est le cas aussi. Donc c'est vrai que j'imagine que ça doit être une raison de consultation très fréquente. Hem, est-ce qu'il y a des choses qui ressortent régulièrement et qui sont, souvent la cause des consultations? Oui, c'est vrai que beaucoup viennent pour, des difficultés, liées à l'endormissement ou beaucoup des réveils fréquents dans la nuit. Ce que j'ai pu constater, c'est que souvent, parce que pendant la séance, donc on va aller chercher, l'émotion pour aller mettre des mots dessus, et avant de proposer un rééquilibrage, d'aller chercher son besoin et souvent, ce qui est ressorti, lié au sommeil, c'est un besoin d'autonomie. J'ai trouvé ça intéressant, heu, un besoin hem, peut-être d'avoir confiance, dans le fait de s'endormir seul. Moi, c'est comme ça que je l'interprète et c'est comme ça qu'on le comprend, en tout cas avec les parents. Mais il y avait ce mot qui ressortait beaucoup, le besoin d'autonomie et de Mmh. liberté.
Et alors tout à l'heure, vous avez dit que vous pouviez aussi prendre en consultation des tout petits, mais là du coup avec les parents bien sûr, mais alors dans la mesure où le tout petit ne va pas forcément comprendre les mots et comprendre le discours et les questions que vous lui posez et que vous posez au corps, comment ça se passe? C'est au travers des parents? En fait, vous faites avec les parents? C'est sur le bras, par exemple, vous disiez tout à l'heure que vous utilisiez souvent le bras, c'est sur le bras du parent ou sur le bras de bébé? Comment ça se passe? Oui, on va utiliser effectivement, le bras d'un des parents, hein, parce que c'est vrai qu'on peut pas demander à un tout petit, de tenir, le bras, longtemps. Donc on va utiliser un transfert, pour ça. Donc soit le bébé est contre, son parent, hem, soit il est à côté, dans la pièce et je vais tester le parent, mais c'est le bébé que je teste à travers lui, en fait. Ouais. D'accord, OK. Hem, Marie, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez nous partager là par rapport à votre pratique, à ce que vous observez dans le quotidien? Quel message vous souhaiteriez faire passer aux parents qui nous écoutent? Mmh, moi, ce que je trouve particulièrement intéressant, et ce qui me touche, surtout, c'est, de d'aller écouter l'émotion de leur enfant et du bébé. Hem, C'est-à-dire que j'ai l'impression, pour moi en tout cas, que c'est une des clés essentielles pour être OK avec ses propres émotions plus tard en tant qu'adulte. C'est d'apprendre tout petit à, écouter ses émotions, donc qui vont passer souvent par les pleurs, mais en allant les laisser, les exprimer et sans essayer, d'arrêter ses pleurs, systématiquement en détournant, l'émotion, mais en l'entourant de voilà, d'amour et d'empathie, dans ses pleurs, c'est lui faire comprendre: «OK, ce que tu ressens, est légitime, tu as le droit de ressentir ça, de mettre des mots dessus et hem et maintenant c'est super de les exprimer, quoi, hein». C'est voilà, pour moi, j'ai l'impression que c'est une tout petit, c'est vraiment, une clé essentielle pour être, bien avec ses propres émotions plus tard. Oui, beh, je vous remercie de mettre le doigt là-dessus. Je pense effectivement que c'est quelque chose qui est important de véhiculer. Ça fait enfin moi ça m'évoque vraiment les travaux d'Aletta Solter et notamment du livre qu'elle a écrit, hein, «Pleurs» et je sais plus exactement quel est le titre, je le mettrai dans la description du podcast où justement, Mmh. bah, enfin c'est exactement ce que vous dites. C'est assez intéressant de se dire que le corps finalement va exprimer la même chose si c'est ce que vous constatez dans votre cabinet au quotidien, que c'est ce que le corps exprime. C'est vrai que c'est pas facile pour un tout petit d'exprimer ce qu'il veut. Je dis tout petit, mais finalement ça peut être des enfants aussi de 3-4 ans, c'est pas toujours évident, même s'ils sont rentrés dans le langage, la communication elle peut rester parfois difficile et donc il y a souvent des pleurs pour exprimer des choses et là finalement vous faites le lien entre, eh bien, bah, les pleurs et puis aussi ce que le corps veut exprimer et les émotions dans tout ça. Oui, 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 tout à fait. J'ai découvert d'ailleurs, Aletta Solter, hem, bah, grâce à une VOD que moi-même personnellement, j'ai pris, j'ai fait dodo. Donc j'ai découvert ce livre qui m'a totalement parlé, dans ma pratique de kinésiologie et c'est effectivement, en séance, parfois même le bébé a besoin d'exprimer quelque chose et ça va passer à travers les pleurs. Donc on va essayer de chercher à comprendre ce qu'il a à dire sur le moment et pas spécialement à effectivement arrêter ses pleurs. Mais comme finalement, comme quand un adulte, vient en séance, hein. S'il y a une émotion qui vient, je ne vais pas aller, lui dire, «Tenez, prenez autre chose, lisez un livre». Non, on va venir aller l'écouter cette émotion. Qu'est-ce Oui, que pas c'est? détourner l'attention en fait. Mmh. Voilà, c'est ça. On va venir Mmh. aller, pointer cette émotion et l'écouter, hein. OK Marie, eh bien écoutez, j'ai trouvé que c'était très intéressant d'en savoir plus sur cette pratique, sur la kinésiologie. Par rapport à cette pratique en France, est-ce que vous pouvez nous en faire un tout petit,
récap historique, finalement, ça fait combien de temps que ça se démocratise? Est-ce qu'il y a dans d'autres pays où c'est encore plus connu qu'en France? En fait, c'est assez récent parce que ça a été, découvert dans les années 60, donc c'est assez récent, mais Quand vous dites découvert, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a été, mis en place ou qu'en tout cas on a commencé à associer un petit peu cet aspect, psychologique, émotionnel au corps? voilà, c'est ça. C'est quand ça a commencé à s'associer, à faire le lien entre, un muscle, un méridien, une émotion et tout ça combiné créer, la kinésiologie. Mmh. Donc ça, c'était plutôt dans les années 60 et là, j'ai l'impression que très récemment, dans ces dernières années, ça prend beaucoup d'ampleur et maintenant, j'ai l'impression que les gens à qui j'en parle, ont déjà entendu ce mot, kinésiologie. Alors qu'il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, pas tellement. Donc il y en a de plus en plus, il y en a à l'étranger, je sais qu'il y en a, en Belgique, en Suisse, au Canada, voilà. Je n'en sais pas plus sur les pays, les autres pays, je saurais pas dire. Bien, merci en tout cas, Marie, d'avoir pris ce temps avec nous et puis justement de porter cette voix et de démocratiser cette pratique. Où est-ce qu'on vous retrouve, Marie? Parce que du coup, vous êtes située près de Toulouse, vous nous avez dit. Est-ce que vous proposez du contenu, sur les réseaux, par exemple? Et puis les gens qui seraient près de Toulouse et qui souhaiteraient venir, consulter chez vous, où est-ce que vous êtes? J'ai un site internet, donc Marie Poupin, kinésiologue. Ensuite, j'ai un Facebook et Instagram que j'agrémente un petit peu moins depuis la naissance de ma fille, il y a quelques mois. Et je suis, oui, près de Toulouse, à l'est de Toulouse, à Saint-Jean. Voilà. D'accord, très bien. Bah, écoutez, je mettrai en ce cas-là les liens aussi des réseaux, en description Mhm. de ce podcast pour que les gens, bah, puissent découvrir votre travail. Merci beaucoup. Je vous souhaite, une très bonne continuation et puis à une prochaine fois peut-être. Merci, avec plaisir. Au revoir, Marie. Au revoir. Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fedodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo Fedodo? Alors dites-le nous. Sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt.